Sire Federico se mit à rire, puis il ajouta: il y a quelques autres exercices qui peuvent se faire en public et en privé, comme la danse, et je pense que le courtisan doit avoir égard à cela, parce qu'en dansant en présence de beaucoup de gens et dans un lieu plein de monde, il me semble qu'il lui convient de garder une certaine dignité, tempérer néanmoins une élégante et aérienne douceur des mouvements. Et même s'il se sent très léger, qu'il respecte bien le temps et la mesure, il ne doit pas entrer dans ses prestesses de pied et ses battements redoublés, qui sont très bienvenus chez notre Barletta, mais qui seraient d'aventure peu convenables à un gentilhomme. Cependant, en privé, dans une chambre, comme nous nous trouvons maintenant, je pense que cela lui est permis, ainsi que de danser les mauresques et branles. Mais il ne peut pas le faire en public, à moins d'être travesti. Car de cette manière, bien qu'il fasse en sorte que chacun le reconnaisse, il ne fâche personne. Au contraire, pour se montrer dans de tels exercices, dans les spectacles publics, avec ou sans armes, il n'y a point de meilleur moyen que celui-ci, car le travesti permet une certaine liberté et licence qui, entre autres, fait que l'homme peut prendre la forme de ce en quoi il se sent habile, et faire preuve d'application et de recherche, touchant le point principal de la chose dans laquelle il veut se montrer, et d'une certaine désinvolture touchant ce qui n'a pas d'importance, ce qui augmente beaucoup la grâce. Ce serait comme de prendre pour un jeune homme l'accoutrement d'un vieillard, mais avec un habit ouvert qui ne l'empêche pas de se montrer gaillard, pour un chevalier de prendre l'habit d'un berger rustique, ou un autre déguisement du même genre, mais avec un excellent cheval, et élégamment équipé suivant son intention, car tout soudain l'esprit des assistants court à imaginer ce qui de prime abord se présente à leurs yeux, et lorsqu'ils voient ensuite se produire quelque chose de beaucoup plus rare que ne promettait un tel habit, ils se délectent et prennent un grand plaisir. C'est pour cette raison que dans tel jeu et spectacle où il y a fiction de faux semblants, il ne serait pas convenable à un prince de vouloir conserver le rôle du prince lui-même, parce que le plaisir que donne au spectateur la nouveauté viendrait à disparaître en grande partie, car personne ne trouve nouveau que le prince soit le prince, et ce dernier, quand on sait qu'outre l'état de prince, il veut encore avoir la forme d'un prince, perd la liberté de faire toutes les choses qui sont hors de la dignité d'un prince. Et s'il y avait dans ces jeux quelques luttes, surtout avec les armes, il pourrait faire croire qu'il veut jouer le rôle d'un prince afin de n'être point battu et d'être traité avec égard par les autres. De plus, en faisant en manière de jeu cela, même qu'il doit faire sérieusement quand c'est nécessaire, il ôterait l'autorité à ce qui est vrai, et cela semblerait alors presque être encore un jeu. Mais quand dans un tel cas le prince se dépouille du rôle de prince et se mêle sur un pied d'égalité avec les inférieurs, en sorte toutefois qu'il puisse être reconnu, il prend en rejetant la grandeur, une autre grandeur supérieure, qui est de vouloir surpasser les autres, non pas en autorité mais en vertu, et de montrer que sa valeur n'est point augmentée par le fait qu'il est prince. Je dis donc que le courtisan, dans ses jeux d'armes, doit prendre la même précaution que le prince, selon son rang. Quand il s'agit ensuite de voltiger à cheval, de lutter, courir et sauter, il me plaît fort que l'on fuit la multitude du peuple, ou à tout le moins qu'on se laisse voir peu souvent, parce qu'il n'y a pas au monde de choses si excellentes que les ignorants ne s'en rassasient et n'en fassent peu de cas quand ils la voient souvent. Je suis du même avis touchant la musique, c'est pourquoi je ne veux pas que notre courtisan fasse comme beaucoup, qui à peine arrivés quelque part, et fussent en présence de seigneurs qu'ils ne connaissent absolument pas, sans se laisser trop prier, se mettent à faire ce qu'ils savent, et souvent aussi ce qu'ils ne savent pas, de manière qu'ils semblent ne s'être montrés que pour un seul motif, pour ce seul motif, et que ce soit là leur principale profession. Que le courtisan fasse donc de la musique, comme en matière de passe-temps, et comme si l'on l'y forçait, et pas en la présence de gens de basse extraction, ni d'une grande foule. Et quoi qu'il sache et entende bien ce qu'il fait, je veux que là encore il dissimule l'étude et la peine qui est nécessaire dans toute chose que l'on veut bien faire, et qu'il montre qu'il a peu d'estime pour cette qualité qu'il possède, mais en s'en acquittant excellemment, qu'il la fasse beaucoup estimer par les autres. Il y a plusieurs sortes de musique, dit alors le seigneur Gasparo Pallavicino, tant dans le chant qu'avec les instruments, et pour cette raison je serais bien aise d'apprendre quelle est la meilleure de toutes, et à quel moment le courtisan doit la pratiquer. Il me paraît, répondit messire Federico, que c'est faire une belle musique que de bien chanter en lisant sa partition avec assurance et de belle manière,
mais il est encore plus beau de savoir chanter à la viole, parce que toute la douceur consiste pour ainsi dire à un tel chant, et que l'on note, en entendant l'air et la belle manière beaucoup plus attentivement, quand les oreilles ne sont pas occupées à écouter plus d'une seule voix. Et même on peut mieux discerner la moindre faute, ce qui n'advient pas quand on chante en compagnie, parce que l'un aide l'autre. Mais surtout, il me semble fort agréable de réciter une poésie en s'accompagnant sur la viole, ce qui ajoute tant de grâce et d'efficace aux paroles que ces grandes merveilles. Tous les instruments à touche sont pareillement harmonieux, parce que leurs consonances sont très parfaites, et qu'on peut avec facilité faire maintes choses qui remplissent l'âme de la douceur de la musique. Et la musique des 4 violes avec l'archet ne délecte pas moins, car elle est très suave et pleine d'art. La voix humaine donne beaucoup de grâce et d'ornement à tous ces instruments musicaux, dont je veux que notre courtisan ait une suffisante connaissance. Et plus il y excellera, mieux ce sera, mais qu'il ne se mêle pas trop de jouer de ceux que Minerve et Alcibiade rejetèrent, parce qu'ils sont disgracieux. Il s'agit des instruments à vent qui obligent les musiciens à gonfler leurs joues. Quant au temps dans lequel on peut pratiquer ces sortes de musique, j'estime que ce doit être toutes les fois que l'homme se trouve en une compagnie familière et aimable, et qu'il n'y a point d'autre chose à faire. Mais cela est séant, surtout en présence de dames, parce que leur vue adoucit les cœurs, les auditeurs, et permet à la douceur de la musique de les pénétrer mieux, et qu'elle réveille aussi les esprits de ceux qui la font. Il me plaît, comme j'ai déjà dit, que l'on fuit la multitude, et surtout celle des gens de basse condition, mais il faut que la discrétion assaisonne le tout, parce qu'il serait effectivement impossible d'imaginer toutes les occurrences, et si le courtisan est un juste juge de lui-même, il s'accommodera bien au temps et saura quand les esprits des auditeurs seront disposés à écouter, et quand ils ne le seront pas. Il connaîtra son âge, car véritablement il n'est pas convenable, et il est choquant de voir un homme de quelque qualité, vieux, chenu, et édenté, plein de rides, jouer de la viole, et chanter au milieu d'une compagnie de femmes, même s'il le fait passablement, et cela parce que le plus souvent, en chantant, on dit des paroles amoureuses, et que chez les vieillards, l'amour est chose ridicule, encore qu'il semble parfois prendre plaisir, entre autres miracles, dont il est capable à enflammer en dépit des ans les cœurs glacés. Messire Federico, répondit alors le magnifique, ne privez pas, s'il vous plaît, les pauvres vieillards de ce plaisir, car j'ai connu des hommes d'âge qui avaient des voix parfaites et des mains fort habiles à jouer des instruments bien plus que certains jeunes hommes. Je ne veux pas, dit Messire Federico, priver les vieilles gens de ce plaisir, mais je veux vous priver, et les dames aussi, de rire de cette inconvenance, que si les vieillards veulent chanter à la viole, que ce soit secrètement et seulement pour ôter de leur âme les soucis pénibles et les graves ennuis dont notre vie est pleine, et pour goûter cette divinité que Pythagore et Socrate, je crois, sentaient dans la musique. Et même s'ils ne l'exercent pas, s'ils n'en ont déjà une certaine habitude imprimée dans l'esprit, ils la goûteront bien davantage en l'écoutant que ne ferait celui qui n'en aurait aucune connaissance. Car tout ainsi que souvent les bras d'un forgeron dont le reste du corps est devenu débile, parce qu'ils ont été plus exercés, sont plus vigoureux que ceux d'un autre homme robuste, mais non accoutumé à travailler des bras. Ainsi les oreilles exercées à l'harmonie la discernent beaucoup, mieux et plus tôt, et savent en juger avec davantage de plaisir que ne font les autres, aussi bonnes et fines qu'elles soient, qui ne sont pas versées en la diversité des consonances musicales, car ces modulations ne pénètrent pas, mais sans laisser de soi aucune trace, elles passent à côté des oreilles qui ne sont pas habituées à les entendre, alors qu'il arrive que même des bêtes brutes sentent quelque plaisir en attendant la mélodie. Voilà donc le plaisir qu'il convient aux vieillards de prendre à la musique. J'en dis tout autant de la danse, parce qu'en vérité, ces exercices doivent être abandonnés avant que l'âge nous contraigne, et à le faire malgré nous. Il vaut donc mieux, répondit le seigneur Morello, presque en colère, exclure tous les vieillards et dire que seuls les jeunes doivent être appelés courtisans. Alors Messire Federico se mit à rire et dit, ne voyez-vous pas, seigneur Morello, que ceux qui aiment ces choses, s'ils ne sont pas jeunes, s'étudient à le paraître. C'est pourquoi ils se teignent les cheveux et se font la barbe 2 fois la semaine, et cela vient de ce que la nature tacitement leur dit, que de telles choses conviennent seulement aux jeunes gens. Toutes les dames rirent, parce que chacune pensait que ces paroles visaient le seigneur Morello, qui parut en être quelque peu irrité. Mais il y a bien d'autres passe-temps avec les femmes, ajouta aussitôt Messire Federico, qui conviennent aux vieillards. Et lesquels, dit le seigneur Morello, raconter des fables? Et cela aussi, répondit Messire Federico, mais chaque âge, comme vous le savez, amène avec lui ses pensées et a quelques vertus particulières et quelques vices particuliers.
car les vieillards, bien qu'ils soient ordinairement plus prudents, plus continents et plus avisés que les jeunes, sont aussi plus bavards, plus avares, difficiles et craintifs. Ils crient toujours chez eux, ils sont durs pour leurs enfants, et ils veulent que chacun fasse comme eux. Au contraire, les jeunes sont courageux, libéraux, sincères, mais prompts aux querelles, inconstants. Ils aiment et n'aiment plus en un instant. Ils sont adonnés à tous leurs plaisirs et ennemis de ceux qui leur rappellent le bien, mais de tous les âges, le viril est le plus tempéré, car il a déjà quitté les défauts de la jeunesse et n'est pas encore parvenu à ceux de la vieillesse. À ceux donc qui sont placés en quelque sorte dans les âges extrêmes, il est nécessaire de savoir par le moyen de la raison corriger les vices que la nature leur a apportés. Aussi les vieillards doivent-ils se garder de trop se louer eux-mêmes et des autres défauts que nous avons dit de leur être propres. Ils doivent se servir de cette prudence et connaissance qu'ils se sont acquises par un long usage et pour ainsi dire servir d'oracle auquel chacun va demander conseil. Ils doivent dire avec bonne grâce les choses qu'ils savent, en les accommodant selon les occasions et en accompagnant la gravité des ans d'une gaieté modérée et plaisante. De cette manière, ils seront de bons courtisans et auront de bonnes relations avec les hommes et avec les femmes, et ils seront accueillis avec plaisir en tout temps sans chanter ou danser, et quand ce sera nécessaire, ils montreront leur valeur dans les choses d'importance. Que les jeunes gens aient ce même respect et ce même jugement, non pas pour faire comme les vieillards, car ce qui convient à l'un ne conviendrait pas totalement à l'autre, et l'on a coutume de dire que chez les jeunes gens, la trop grande sagesse est un mauvais signe, mais pour corriger en eux les vices naturels. C'est pourquoi je prends grand plaisir à voir un jeune homme, et principalement sous les armes, qui soit un peu grave et taciturne, et qui sache se dominer sans ces façons inquiètes qui se voient souvent à un tel âge. Il semble en effet avoir je ne sais quoi de plus que les autres jeunes hommes. En outre, cette manière posée a en soi une certaine fierté qui fait qu'on la regarde, parce qu'elle semble provenir non de la colère mais du jugement, et être plutôt gouvernée par la raison que par l'appétit, et on la reconnaît presque toujours chez tous les hommes de grand courage. Nous la voyons même chez les bêtes brutes qui sont plus que les autres nobles et hardis, comme le lion et l'aigle, et ceci n'est pas sans raison, puisque ce mouvement impétueux est subi, sans parole ou autre démonstration de colère, qui de toute sa force soudainement conjointe, presque comme un coup de canon, sort du repos. Son contraire est beaucoup plus violent et furieux que celui qui, croissant par degrés, s'échauffe peu à peu. C'est pourquoi ceux qui parlent tant, qui sautent et ne peuvent tenir en place quand ils veulent faire quelque entreprise, semblent s'épuiser en de semblables choses. Et comme dit bien Messire Pietromonte, ils font comme les petits enfants qui, cheminant de nuit, chantent de peur, comme si par le chant ils s'encourageaient eux-mêmes. Ainsi donc, de même que chez un jeune homme, la jeunesse reposée est mûre et fort louable, parce qu'il semble que la légèreté, vice propre à cet âge, soit tempérée et corrigée. De même doit-on beaucoup estimer chez un vieillard la vieillesse verte et vive, parce qu'il semble que la vigueur de son âme soit si grande qu'elle réchauffe et donne force à cet âge froid et débile, et le maintienne dans cet état moyen qui est la meilleure partie de notre vie.